Réussite, votre magazine de l'économie africaine. Nouveau plateau, mais la promesse reste la même, des reportages, du décryptage en direct du continent. Voici le sommaire. De la téléphonie à l'agrobusiness, le Camerounais Baba Amadou Dampoulou est la première fortune d'Afrique francophone. Réussite vous emmène au cœur de son empire. Quand il était petit, Abdulaziz Larabou rêvait de faire voler des avions. À 42 ans, il a réalisé son rêve, créé la première compagnie aérienne du Niger, portrait d'un homme d'affaires passionné. Au Burkina Faso, c'est la banque qui se déplace, pas les clients. Ou quand des camions mobiles sillonnent le pays pour apporter les services financiers aux personnes éloignées des centres-villes. Casser la spirale de l'isolement, c'est aussi le pari du Rwanda en quête sur une première mondiale, l'utilisation de drones, des avions miniatures qui révolutionnent le transport dans le pays. Et ne ratez pas l'entretien de réussite de l'économie à la politique. Lionel Zinsou revient sur son parcours. Et c'est une femme, chef d'entreprise engagée, qui nous apporte son point de vue tout au long de cette émission. Elle a décidé d'accompagner les startups et les PME africaines à travers sa fondation Entrepreneurium. Il s'agit de Christine Nguirier. Je vous en prie, rejoignez-moi. Bonsoir à vous, bonsoir Hélène. Ravie de vous recevoir sur le plateau de Réussite. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. D'abord, je vous propose une plongée inédite au cœur d'un empire, celui de Baba Amadou Dampoulou. La première fortune d'Afrique francophone est un homme discret qui n'aime pas les caméras. Mais pour Réussite, il a fait une exception. Regardez. C'est un homme qui n'aime pas la caméra. Les images de lui sont rares. Baba Amadou Dampoulou, ici dans son ranch au nord-ouest du pays, lors de la fête du Ramadan. C'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone, mais aussi le plus discret. Sa fortune est estimée à 550 milliards de francs CFA. Il est à la tête de 5 sociétés camerounaises et il emploie près de 10 000 salariés. Pourtant, à 350 km de là, dans les rues de Douala, la capitale économique, son nom ne dit rien en camerounais. Est-ce que vous connaissez Baba Amadou Dampoulou? Non, c'est Baba Amadou Dampoulou. Non, aucune idée. Ça ne vous dit rien? Si je vous dis que c'est l'homme le plus riche d'Afrique francophone. Bon, pour moi, c'est une surprise. Inconnu du grand public dans son propre pays, Baba Amadou Dampoulou est pourtant à la tête d'entreprises bien visibles, utilisées par des millions de Camerounais. C'est le cas de Nextel. Sa société de téléphonie créée il y a 2 ans, elle revendique 3,8 millions d'abonnés. Moïse Bailly est le directeur général de cette filiale. Et pour lui, l'objectif est clair. Il compte détrôner ses concurrents, MTN et Orange d'ici 2020. Sa fournée de shop manager et c'est l'une des meilleures quand nous avons pratiquement agressive. Tout est nécessaire pour prendre la place de première. Pour le groupe détenu par Baba Amadou, Nextel représente un investissement de 250 milliards de francs CFA, de très gros moyens et aussi une stratégie bien réfléchie. Nous avons orienté une stratégie vers le recrutement en zone rurale. Aujourd'hui, nous sommes leaders dans toutes les zones rurales du Cameroun. Nous couvrons 85% du territoire national, quel que soit le petit village du Cameroun, vous trouverez uniquement Nextel. Mais au cours de notre interview, Moïse reçoit soudain un appel très important d'Afrique du Sud. Baba Amadou Dampoulou, le grand patron, n'est jamais loin. 2 millions. Je te dis. 2 millions. Je te dis. Mais en France, vous n'avez jamais vu ça. Mais apparemment c'est la petite articulation. Il vous appelle souvent pour prendre des nouvelles? Il me dit faut pas jouer. Lui est assez mystérieux. Pourquoi? Il n'est pas mystérieux. C'est quelqu'un simplement de discret, naturellement discret. Et puis lui pense que l'argent ne fait pas du bruit. En fait, ce qu'il me dit de temps en temps, c'est l'argent c'est comme des oiseaux. Si vous faites des bruits, ça vole.
Un self-made man mystérieux, quasi insaisissable, qui veut désormais devenir le roi de la téléphonie. Il a refusé toutes nos demandes d'interview, mais il nous a ouvert toutes les portes de son empire. Direction sa région natale, le nord-ouest du pays, à Dawara. C'est dans cette province anglophone que le milliardaire a grandi. Son domaine s'étale sur 12 000 hectares. C'est là qu'il a construit son château à l'architecture atypique. Autour de sa résidence, un ranch qui compte des milliers de vaches et de chevaux. Là, j'appelle mes chevaux. Nounou Moussa dirige ce cheptel depuis une dizaine d'années. J'ai 8782 chevaux. Et je suppose que c'est le plus grand cheptel du Cameroun. Oui, Cet élevage, c'est la première entreprise lancée dans les années 70 par Baba Amadou. Du bétail, élevé à l'origine pour la viande. Bachilou Diallo est le bras droit du milliardaire sur la propriété. Comme lui, il est Peul. D'après lui, aujourd'hui, ces animaux sont avant tout des symboles de richesse. Ce n'est pas de l'importance, à mon avis, c'est du prestige, parce que l'homme peut. C'est avoir les bœufs, c'est du prestige chez un peu. Vous savez, il y a un proverbe Peul qui dit que si tu vois un Peul qui n'a pas de bœufs, c'est qu'il n'est pas un Peul. Et Baba Amadou Dampulo ne s'arrête pas là. Sur son domaine, il a aussi des singes, des autruches et même des dromadaires. Une démonstration de sa fortune sur un territoire énorme. Des terres que certains l'accusent d'avoir acquis illégalement via des expropriations. Dagobert Boumal est l'un des fidèles du milliardaire. Il réfute ces accusations. Non, ici, il n'y a pas eu ce genre de problème. Ici, ce n'est pas un problème que je pose, puisque si toutes les terres appartiennent à M. Baba, c'est titré. Donc, le problème ne s'est jamais posé. Sur ces terres, depuis 10 ans, il bâtit un autre empire, celui du thé. Voici l'une des plus grandes exploitations théicoles du monde. 5500 hectares de plantations qui emploient 600 cueilleurs toute l'année. Godlove Levaille est en charge de l'exploitation de Dawara. Ici, la récolte est bonne, car les plants profitent d'un climat parfaitement adapté. le sol, les conditions climatiques, les ressources en eau, la topographie. Vous voyez ici à Dawara, nous avons des petites collines. On ne plante pas du thé sur un terrain plat à 100%, sinon cela provoque de l'érosion. Ici, on peut dire que les conditions sont vraiment idéales pour le thé. Un investissement qui vaut aujourd'hui à Baba Amadou Dampulo d'être surnommé le roi du thé. C'est à quelques kilomètres de là que les feuilles fraîches sont immédiatement transformées. Chaque jour, entre 15 et 10 tonnes de thé sortent de ces usines. Ça, c'est un broyeur. Vous pouvez voir les différentes étapes de transformation. On part d'une feuille et on obtient ce résultat. En quelques minutes, les feuilles passent par une série de hachoirs, une étape de fermentation et un four à 90 degrés. 20% du thé est destiné au marché local sous forme de sachets. Le reste est vendu en vrac à l'exportation. Un thé camerounais reconnu par les professionnels sur les plus grandes places de ventes africaines. À Mombasa, nous avons envoyé des échantillons, parce que nous étions. Ils ont classé notre thé comme étant l'un des meilleurs. Le thé camerounais a toujours été compétitif à l'international. Le thé camerounais se vend traditionnellement dans la sous-région. Mais depuis quelques années, la société fait face à de plus en plus de difficultés. Nous exportons en République centrafricaine, au Tchad, au Soudan, en Libye, au Nigeria. Mais malheureusement, à cause de Boko Haram, nous avons beaucoup de problèmes là-bas. Boko Haram, le groupe djihadiste, un obstacle de taille. Alors aujourd'hui, l'entreprise vise de nouveaux clients au Moyen-Orient ou encore en Russie. L'agro-industrie, c'est devenu une des spécialités de Baba Amadou Dampulo. Retour à Douala, la capitale économique. C'est ici qu'il a lancé sa première usine à la fin des années 70. Un
moulin à blé industriel. Après être resté en sommeil pendant une dizaine d'années, la société vient d'être relancée. Tout un symbole. Augustin Moussongo est en charge de ce moulin XXL entièrement informatisé. Vous voyez partout là, c'est notre cabine de pilotage. Tout se démarre par ici. Tout se contrôle ici. Capacité de production, 400 tonnes par jour de farine. Et pour améliorer la qualité du produit, des additifs confidentiels. Il y a l'acide ascorbique, il y a beaucoup de produits que je ne peux pas vous citer ici. Hein? Parce que là, c'est un secret professionnel. Un secret, car le marché de la farine est devenu très concurrentiel au Cameroun. Et Maran Joël Essamba est responsable de la qualité de la farine. Aujourd'hui, il fait justement un test avec un nouveau mélange d'additifs pour réaliser du pain de mie. Là maintenant, ce test va nous permettre de voir si le produit est bon. On peut livrer la farine, le lot, on peut le livrer chez les clients. Mais si le test n'est pas concluant, en ce qui concerne les pains de mie, on va les corriger pour les futurs lots. Proposer une farine sur mesure pour cibler précisément la demande des clients. Une stratégie nécessaire pour se faire une place parmi une dizaine de concurrents camerounais. Pour Baba Amadou Dampolo, ce moulin, c'est un symbole. Il veut redonner vie à la première pierre sur laquelle il a bâti son édifice. Mais l'empire du groupe Baba Amadou s'étend bien au-delà du Cameroun. C'est en Afrique du Sud qu'il réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires, grâce à des placements immobiliers réalisés dans les années 90 à la fin de l'apartheid. Le milliardaire possède le plus grand portefeuille de propriété du pays. Mais c'est au Cameroun, à Douala, que Baba Dampolo construit sa nouvelle vitrine. Le siège du groupe, encore en plein chantier. C'est Dagobert Boumal, son bras droit, qui nous fait visiter. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, c'est l'entrée des employés, quoi. Un bâtiment sur 4 étages pour accueillir les employés des administrations et les cadres. Baba Amadou Dampolo, lui, s'est réservé le dernier étage tout entier. Ça, c'est pour la réception des anciens investisseurs qui arrivent ici. Bon, il peut avoir une séance de travail ici avec eux. Des grands espaces, des meubles imposants et luxueux. Ici, tout est fait pour matérialiser la fortune du milliardaire. C'est un monsieur qui a quand même une certaine carrure. Et bon, il faudrait quand même qu'il y ait certains investissements qui reflètent quand même sa valeur. C'est une image de marque, voilà. Une image de marque, car après des années passées dans l'ombre, Baba Amadou se retrouve sous les feux des projecteurs. À 69 ans, il atteint le sommet parmi les francophones. Mais avec ses 550 milliards de francs CFA, il reste encore un poids plume face aux plus grandes fortunes anglophones, loin, très loin des 15 000 milliards d'Aliko Dangote. Le mystérieux Baba a du chemin à parcourir pour se hisser au niveau des milliardaires anglophones. Christine Guéris, qui frappe dans ce portrait, c'est, je le disais en introduction, la discrétion de cet entrepreneur. Est-ce que pour vivre heureux et riche, il faut encore vivre caché? En effet, c'est ce qu'on dit beaucoup en Afrique. L'argent n'aime pas le bruit. On l'a vu dans le reportage. Mais il me semble qu'il y a ici une juxtaposition de raisons. Dans nos différentes sous-cultures négro-africaines, il est vrai qu'on a plutôt une propension à la discrétion parce qu'il y a les puissances négatives, du mauvais œil, de la jalousie et de l'envie et leur corollaire éventuel sur sa propre réussite. À cela se rajoute le fait religieux en islam ou dans le catholicisme, où effectivement on renforce cette propension à la discrétion. Mais je pense qu'effectivement nous ressentons également une forme de culpabilité à réussir dans des contextes et des environnements où c'est extrêmement difficile pour d'autres. Il faut également distinguer en Afrique l'espace francophone de l'espace anglophone, avec malgré tout une influence du colon qui voudrait que pour l'Afrique anglophone on soit plus décomplexé. On parle plus facilement d'argent. Absolument. Mais encore une fois, c'est une image aussi. Absolument. Et tandis que l'Afrique francophone reste malgré tout la fille aînée de la France, où parler d'argent et de sa propre réussite reste assez vulgaire. Et justement, puisque vous parlez d'Afrique francophone et anglophone, vous êtes rwandaise, donc vous êtes, on va dire, à la croisée de ces deux cultures. Vous voyez une différence dans la manière d'aborder le business, par exemple? Je pense que cette catégorie, cette génération de self-made man n'existe quasiment plus, parce que c'est un businessman d'instinct, d'abord,
avant d'être un businessman, entrepreneur de formation. Donc, je pense qu'effectivement, il a pour lui l'avantage d'avoir su notamment diversifier son empire. Il a commencé effectivement dans une activité traditionnelle qui est l'agro-industrie et l'élevage, dans laquelle il reste particulièrement impliqué, qui est sa passion à mon avis, mais il a su diversifier en profitant d'opportunités qui sont très notamment dans la téléphonie, l'immobilier. Diversifier comme il l'a fait, c'est un conseil que vous donnez aux startups que vous suivez? Aujourd'hui, à mon avis, ne pas diversifier, c'est se condamner à mourir. On est dans un contexte, dans un environnement économique qui voudrait que la concurrence est de plus en plus forte. Et diversifier, c'est quoi finalement? C'est développer de nouvelles activités ou en acquérir de nouvelles, ou alors s'étendre dans de nouvelles zones géographiques. Donc c'est ce qu'on fait généralement, ce que font différentes tailles d'entreprises. Et diversifier n'est pas... On n'a pas le même mode de diversification selon qu'on est une PME ou une grande entreprise. Ce qu'il a fait, Baba Dampolo, c'est ce qu'on appelle une diversification conglomérée finalement, parce que il a investi des territoires qui sont complètement étrangers les uns aux autres. Qu'est-ce qu'on fait? On limite le risque et on multiplie ses chances de succès. Tout à fait autre chose à présent. Une compagnie aérienne pour le Niger. Beaucoup s'y sont cassés les dents, mais Niger Airlines relève le challenge. Son secret, se concentrer sur les destinations où les autres ne vont pas. Regardez. Aéroport de Niamey. Il est 4 heures du matin. Alors que la ville dort encore, le tarmac lui a pris des allures de fourmilière. Dans quelques minutes, cet avion à destination d'Agadez va prendre son envol. C'est toujours la même chose, on commence par tout vérifier. Et particulièrement le train d'atterrissage parce que c'est un élément très sensible. Comme pour tous les vols du monde, les pilotes vérifient l'état de l'appareil. Mais ici, les contrôles sont très rigoureux, car au Niger, les avions sont mis à rude épreuve. Nous avons de vent de sable et la visibilité est très mauvaise ici, avec les aéroports n'est pas bien équipés pour l'atterrissage aux instruments. L'homme à la tête de cette compagnie aérienne, c'est lui, Abdulaziz Larabou. Il a créé Niger Airlines il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est la principale compagnie aérienne du pays. Pour y parvenir, Abdulaziz Larabou a décidé d'aller là où les autres compagnies ne vont pas. Niger Airlines est la seule à relier Niamey à Agadez, mais aussi Zinder à Maradi et bientôt Difa. Et ce matin, il a affrété cet avion spécialement pour des passagers de marque. Un vol spécial parce que c'est dans le cadre des festivités du FIMA. C'est des officiels qu'on va transporter ce matin. Cet appareil part pour le FIMA à Agadez, le rendez-vous de la haute couture en Afrique. Parmi les passagers, des mannequins, des officiels, mais aussi Al-Fadi, le patron du festival en personne. Vous avez vu, tous les top modèles, tout le monde est là. Ah, c'est super, merci beaucoup. Il est attendu pour les répétitions dans quelques heures. Un vol très important donc. Alors, le patron a choisi d'accompagner les passagers et il ne néglige aucun détail. Omar, tout le vol, c'est un vol VIP. Hein. Oui, je sais, on n'a que des VIP. Donc n'oublie pas le tapis rouge. Nous avons des tapis rouges qu'on déroule généralement pour les VIP à la descente de l'avion. C'est ça que je lui demande, est-ce que le tapis rouge est là? À l'origine, rien ne prédisposait Abdulaziz, cet économiste de formation, à se lancer dans l'aérien. Si ce n'est l'envie de faciliter les affaires dans son pays de naissance, le Niger. Le Niger est un pays vraiment très vaste, très grand. Les villes sont éloignées entre elles et il faut vraiment un moyen de transport, notamment aérien. Et c'est d'où l'idée nous est venue de créer Niger Airlines pour relier les villes du Niger entre elles. Cela favorisera le développement économique et social. Depuis sa création, la compagnie a déjà transporté 25 000 personnes. Car une compagnie nationale pour les chefs d'entreprise nigériens, ça change tout. Ben, avant cette compagnie, évidemment, nous utilisons des moyens terrestres. Et vous savez, pour par exemple aller à Agadez aujourd'hui avec l'état des routes, il faut pratiquement 2 jours. Et avec cette compagnie, nous pouvons joindre Agadez à 2 heures de temps. 2 heures pour parcourir
parcourir les 1000 km qui relient Niamey à Agadez, un confort qui a un prix. Comptez quand même 240 000 francs CFA, l'aller-retour. Vous savez, si vous êtes 3 ou 4 officiels, prendre un avion militaire ou un avion officiel, ça coûte de l'argent. Alors que là, vous avez une ligne aérienne, vous achetez un billet et vous y êtes. Niamey-Agadez, un vol de routine pour Niger Airlines, qui effectue cette liaison 3 fois par semaine. Mais ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu. Juste avant l'atterrissage, Abdulaziz rejoint discrètement le poste de pilotage. Et une mauvaise nouvelle l'attend. On a regardé à Niamey les autres avions on retourne à Niamey, on attend. Impossible d'atterrir, car la visibilité est mauvaise. Je fais Abdulaziz prend la décision de l'annoncer lui-même à ses passagers de marque. La visibilité est mauvaise, on retourne à Niamey. Ouais. Non, c'est une réalité. C'est la tour de contrôle de la galerie qui nous a dit. À quelques heures de la répétition générale du FIMA, toute l'équipe du festival doit retourner à Niamey, en attendant que la visibilité s'améliore. Il y a une grande répétition tout à l'heure avec les mannequins, avec les artistes, les voitures officielles. Si tout le monde n'est pas là, c'est le problème, c'est un retard. Là, on a quand même, maintenant, nous avons 38 personnes à bord. C'est l'une des principales difficultés que rencontre le chef d'entreprise, le manque d'équipement des aéroports. Agadez ne dispose pas de système pour permettre les atterrissages sans visibilité, alors qu'au port du désert, l'armatan provoque souvent des tempêtes de sable. Ah oui, c'est lourd. C'est lourd parce qu'un avion qui vient jusqu'à Agadez avec full passagers, il retourne, il revient. Les conséquences financières sont énormes. Des conséquences financières très importantes, car le kérosène, c'est ce qui coûte le plus cher pour une compagnie aérienne. Et son avion en consomme près d'1 tonne par heure de vol. Ce contretemps va lui coûter 10 millions de francs CFA. De retour à l'aéroport de Niamey, Abdulaziz va devoir faire patienter ses passagers de marque. Maintenant, on va essayer d'amener les passagers dans le salon VIP. Et puis, on va leur donner une collation, on attend. On va se renseigner au niveau de la météo. S'ils nous disent que à Agadez c'est bon, la météo est bonne, on va repartir. Voilà, on a une obligation de résultat. Dans le salon VIP, les passagers commencent à s'impatienter. Mais Abdulaziz, lui, garde son calme. Maintenant, on va faire le maximum. Il y avait du balisage à Agadez. Maintenant, vous dites que le balisage ne marche pas. Moi, je ne comprends pas. Donc le film est annulé. Mais c'est 16 heures l'ouverture. Demain 16 heures. Le film, on doit faire la chorégraphie aujourd'hui. Ah non, il faut que tout le monde parte aujourd'hui. Les deux vols là, et demain les derniers vols. Et finalement, quelques heures plus tard, la visibilité se dégage enfin sur Agadez. L'avion de la compagnie Niger Airlines peut enfin repartir. Malgré les difficultés, Niger Airlines continue son développement. Car dans un marché hyper concurrentiel, dominé par les gens étrangers, Abdulaziz Larabou a su trouver sa place. Ses vols internes sont moins rentables que les vols régionaux. Mais comme il est le seul sur le créneau, ça marche. L'an dernier, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA. Et les deux avions de la compagnie affichent souvent complet, comme ce matin. Vous avez des bagages, monsieur? Et comment le vol aujourd'hui au niveau des remplissages? Il affiche complet. C'est souvent comme ça, Niger Airlines? Oui, c'est souvent comme ça. Vous allez même les passagers, délaisser les passagers à mettre dans la liste d'attente. Et donc aujourd'hui, combien de passagers? On a 648 passagers. Pour 48 places. Depuis sa création, le chiffre d'affaires de la compagnie ne cesse de progresser. Niger Airlines veut continuer son développement en proposant de nouvelles destinations. Et pour cela, la compagnie a décidé d'écouter ses clients. Idrissa est le responsable marketing de la compagnie. Il est régulièrement en contact avec ses habitués. Chaque semaine, nous essayons de prospecter un maximum
de sociétés en vue de les informer par rapport à notre programme. Ce programme, c'est la desserte d'une nouvelle destination, DIFA. Il vient le présenter au directeur général de cette société de conseil. Bonsoir, monsieur le directeur. Vous allez bien? Ça va bien, merci les activités. Ça va bien. Cette société achète en moyenne 6 billets par semaine. Et c'est un client potentiel pour la nouvelle ligne. Il y a un programme qu'on est en train de prévoir pour l'année 2017. Soyez rassurés qu'en 2017, nous sommes là en train de prévoir d'autres destinations comme DIFA. Ce serait une bonne chose que vous arriviez à aller à DIFA, surtout compte tenu de l'état de la routier. Une bonne nouvelle pour le directeur marketing, car le lancement de la ligne est imminent. Si tout va bien, le vol Niamey-DIFA devrait avoir lieu une fois par semaine. Alors, le patron aimerait passer à la vitesse supérieure. Allez, merci à vous, c'est gentil. Voilà. Pour l'instant, Nigeria Airlines ne possède pas ses propres avions. Elle les loue à une société spécialisée, ce qui lui permet d'économiser sur ses coûts de maintenance. La compagnie affiche des bons résultats et avance positivement. Et nous sommes en train de vraiment aller vers l'achat de nos avions. Il est en négociation avec sa banque pour obtenir un crédit. Objectif, réunir 10 milliards de francs CFA pour acheter un avion plus gros, afin de desservir de nouvelles destinations à l'extérieur du Niger cette fois-ci. Allez là où les autres ne vont pas, qu'est-ce que vous pensez de ce business model? C'est ce qu'on appelle un marché de niche. Il a eu l'intelligence d'observer simplement son environnement. Qu'est-ce qu'entreprendre finalement, si ce n'est une offre qui répond à un besoin. Et je pense que ce marché de niche est étroit, effectivement, mais il permet d'avoir, on va dire, il n'y a pas de volume, mais c'est un marché étroit dans lequel il y a très très peu de concurrence. Donc effectivement, c'est un facteur positif. Est-ce que le manque de liaisons aériennes internes au continent, c'est un frein aujourd'hui aux affaires? C'est un frein aux affaires, en effet. C'est aujourd'hui le handicap majeur de notre continent, le manque d'infrastructures à la fois routières, ferroviaires, ce qu'on appelle le multimodal. Et effectivement, ça freine énormément le business. De quelle manière? Alors, quand on regarde sur la carte de l'Afrique aujourd'hui, les espaces pour lesquels le business se fait le plus facilement sont des espaces où les infrastructures à la fois routières ou ferroviaires sont le plus développées. Quand je prends l'exemple du Rwanda par exemple, on a aujourd'hui un gros projet de railway, donc de liaison ferroviaire entre Kigali et Addis Abeba, qui va diviser par 2 les coûts logistiques et les coûts de transport. Donc évidemment, ça a un effet induit sur la manière de faire des affaires et sur ses propres profits. Est-ce que c'est pas aux États de financer ce genre de compagnies qui, comme vous venez de le démontrer, sont essentielles au développement du continent? Ce que je pense, c'est que Abdoul apporte une réponse à la défaillance de l'État dans la mesure où c'est le rôle de l'État de construire les infrastructures routières. De ce constat, il a décidé d'en faire une opportunité pour créer une entreprise. Mais ça n'est pas à l'État, selon moi, de développer une compagnie aérienne. Pour moi, c'est du rôle du secteur privé. Et on l'a vu, l'histoire l'a démontré, il y a très peu d'États aujourd'hui qui réussissent à faire fonctionner une compagnie aérienne. Le seul exemple, historiquement, qu'on ait connu et qui ait fonctionné, reste Air Afrique, qui a fonctionné pendant 40 ans, mais qui a souffert des différents chocs pétroliers, mais qui a surtout souffert de la mort de son parrain, Houphouët-Boigny, qui croyait davantage que les autres chefs d'État au projet Air Afrique. Donc ce genre de compagnie panafricaine, qui reste un rêve pour certains, ne serait-ce que pour le symbole, selon nous, c'est pas possible aujourd'hui. Ça n'est pas tant que c'est pas possible. Ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup d'ego aussi de la part des États d'avoir pavillon national. Ça fait, c'est un motif de souveraineté, disent-ils. La compagnie transnationale qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est Askai, avec un modèle extrêmement intéressant. Mais je ne pense pas que chaque État devrait vouloir développer son propre pavillon. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est avoir une intégration régionale suffisamment pensée et bien pensée pour que des espaces communautaires puissent se mettre ensemble et développer des compagnies régionales à gestion privée. Vous savez désormais, Réussite décrypte pour vous chaque mois un phénomène économique. Ce soir, tout sur le crédit. La minute de l'écho avec Société Générale.
Lorsqu'on a des idées mais pas d'argent, l'une des solutions, c'est d'emprunter. On vous explique. Lorsqu'un entrepreneur veut développer son entreprise, il doit dépenser de l'argent. Acheter des locaux ou des machines par exemple. Et pour ça, il a deux options. S'il a de l'argent dans ses caisses, il peut l'utiliser. On parle alors d'autofinancement. S'il n'en a pas suffisamment, il doit l'emprunter, le plus souvent auprès d'une banque. La banque peut lui accorder un prêt, mais ce n'est pas gratuit. Cet argent a un coût, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le prix du risque que prend la banque lorsqu'elle prête de l'argent. Le risque de ne pas être remboursé. Plus le risque est important, plus le taux d'intérêt est élevé. Résultat, le taux d'intérêt varie en fonction des garanties présentées par le chef d'entreprise, du montant de l'emprunt et de sa durée. Et si le risque est trop élevé, la banque peut décider de ne pas accorder de prêt du tout. L'idéal est donc d'emprunter peu et sur une courte période pour avoir le meilleur taux. La Minute de l'écho avec Société Générale. Christine Guerrier, vous qui accompagnez de jeunes entrepreneurs avec votre fondation, pourquoi ont-ils tant de mal à se financer? Qu'est-ce qui leur manque? Qui finance aujourd'hui? Qui est le prêteur? Le prêteur, c'est d'abord et avant tout la banque. La banque donc reçoit un dossier de financement et fait ce qu'elle appelle une analyse des risques. Il se trouve que dans nos banques en Afrique, nous n'avons pas de département d'analyse microéconomique qui permet d'étudier les différents secteurs économiques dans lesquels ces entrepreneurs veulent s'investir. Donc la banque, qui n'est pas outillée et équipée pour faire ces études-là, demande des collatéraux extrêmement importants, donc des garanties, que le start-upper, évidemment, dont il ne dispose pas, et ça conduit donc à un rejet de dossier. Il y a également en Afrique le phénomène suivant, c'est qu'on n'est pas dans une culture de constitution de capital. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la culture de l'épargne, par exemple, on est dans la consommation, dans la vie au jour le jour, qui fait qu'on a souvent très peu d'apports et surtout d'arguments pour en face des banques. Puisqu'on parle des banques, sachez que ce n'est pas l'homme qui va à la banque, c'est la banque qui va à l'homme, et c'est juste après la pub. Restez avec nous. Retour sur le plateau de réussite en compagnie de notre invitée Christine Guerrier, entrepreneure et fondatrice d'Entrepreneurium. Régis Kamdem nous a rejoint. Bonsoir Régis. Bonsoir Hélène. Votre chronique, c'est juste après notre prochain reportage et il est consacré à des agences bancaires un peu particulières. Elles se déplacent de ville en ville pour aller au contact des clients faiblement bancarisés. Regardez. Ouagadougou, au siège de la Banque Société Générale. Ce matin, c'est séance de briefing. Les employés se préparent pour une opération commerciale importante. Il s'agit de la prospection au niveau de l'Institut burkinabé des arts et métiers. On a un potentiel de 250 élèves avec un objectif de faire un recrutement d'au moins 80%. On aura l'agence mobile qui nous permettra d'ouvrir les comptes sur place et de délivrer les numéros de comptes sur place aux étudiants. L'agence mobile, la voici. Une vraie agence bancaire qui tient dans ce petit camion, avec tout le nécessaire pour ouvrir des comptes en banque et même un distributeur de billets. Vous n'avez pas peur de la sécurité? Non, pas du tout, parce que le véhicule se déplace sans argent. Donc, on n'a pas peur. Pour éviter les braquages, la banque sur roue se déplace sans argent à l'intérieur. C'est un camion de transport de fonds qui l'approvisionne une fois le camion arrivé à destination. Car dans la capitale burkinabé, le convoi ne passe pas inaperçu. Une dizaine de commerciants en scooter accompagnent l'agence mobile. Destination, un point stratégique, le campus d'une université. Objectif, convaincre de jeunes étudiants d'ouvrir un compte en banque grâce à l'agence mobile. Ça doit se rapprocher, la tente là doit se rapprocher. Sonia est la responsable de l'opération.
C'est elle qui supervise l'installation de l'agence. Et avant toute chose, il faut se connecter au siège de la banque avec une liaison satellite établie grâce à cette antenne. Donc, dès que l'antenne est déployée, on est connecté directement avec le siège. C'est tout comme si on était installé dans une agence classique en train de travailler. Bureau, imprimante, ordinateur. En moins d'une heure, c'est une banque en plein air qui se déploie sur le parking de l'université, sous le regard d'agents en armes. On fait l'ouverture de compte sur place, on fait les photos sur place, et après l'ouverture de compte, on délivre le numéro de compte. Dans quelques minutes, les commerciaux de la banque vont se déployer dans l'université. Ce mot motive une dernière fois ses équipes. Soyez agressifs, parce que c'est sûr que vous allez rencontrer des gens qui vont toujours être réticents. Soyez convaincants en proposant votre produit. Et de la conviction, il va leur en falloir. Car aujourd'hui, l'objectif, c'est d'ouvrir près de 200 comptes en banque au long d'une journée. Et pour ça, il faut le contact des étudiants. C'est le travail de cette jeune femme. Elle est commerciale depuis 2 ans. Bonjour, je vais vous donner des fiches de renseignement. Là, vous allez essayer de feuilleter, voir. Et pour convaincre, elle a un argument qui marche presque à chaque fois. Le lot là qu'on appelle pack, on vous l'offre gratuitement, l'ouverture est gratuite. Et en plus de ça, une carte gratuite. On vous offre une carte magnétique. Dès l'ouverture, on vous offre une carte magnétique. Les étudiants, la plupart du temps, ils sont beaucoup plus intéressés par la gratuité. On met l'accent sur la gratuité et les cartes bancaires qui leur sont offertes gratuitement. On ouvre le compte gratuitement à 0 francs. Pour eux, lorsque c'est un compte qui est à 0 francs, là, ils sont tous intéressés. Un compte gratuit, mais pas pour la vie. Avec cette offre, la banque espère fidéliser les jeunes. Car après 25 ans et l'entrée dans la vie active, c'est un tarif normal qui s'appliquera. Dès qu'ils ont le pack déjà, dès qu'ils ont un jour un boulot, ils vont juste compléter avec leur attestation d'emploi ou le bulletin ou le contrat. Là, on leur offre encore un autre package. Là, maintenant, ça devient un pack fonctionnaire ou un pack élève fonctionnaire. Donc, c'est tout ce qui fait que la plupart du temps, ils sont beaucoup plus intéressés. Une stratégie qui repose sur un potentiel énorme. Car au Burkina Faso, 65% de la population a moins de 25 ans. Alors, une fois les jeunes convaincus, l'inscription se déroule en quelques minutes. Je peux avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. 61. La photocopie de l'extrait de naissance, de la pièce d'identité. Et moi, je vais faire la photo. Merci. Après une journée de recrutement, c'est l'heure de faire le point. Grâce à l'agence mobile, Sonia est plutôt satisfaite de ses commerciaux. Nous avons réussi à capter 221 étudiants. Donc, j'ai dit bravo à tout le monde. L'agence mobile, une solution qui fonctionne. Et la banque a poussé son concept encore plus loin. Depuis 1 an, la banque a investi dans un autre camion, beaucoup plus gros, un semi-remorque de 17 mètres de long qui se déplace dans tout le pays. Koudougou, à 150 km de la capitale burkinabé. Aujourd'hui, le camion de banque est attendu dans le quartier de l'université. L'agence n'est pas encore installée, mais déjà, une file d'attente se forme. Le siège est déjà loin, c'est à 8 km d'ici, parce que si on allait se déplacer, aller là-bas, ça allait être plus coûteux, plus pénible pour nous. Ce jour-là, les clients viennent pour retirer leur carte bancaire, de l'argent liquide ou encore obtenir des crédits. Car à l'intérieur du camion, cela fonctionne comme dans une agence classique. Vous avez là une chargée d'accueil dont la mission consiste principalement à accueillir les clients et aussi à donner les moyens de paiement. Vous avez différents bureaux de conseillers qui sont en charge du montage des dossiers de crédit. Vous avez également un caissier lorsque les clients souhaitent effectuer des opérations de caisse. Des services bancaires qui se déplacent. La banque pense avoir trouvé une bonne formule pour diminuer ses coûts de fonctionnement. Ouvrir une agence classique coûte extrêmement cher. On ne peut pas ouvrir des agences classiques partout dans le pays, mais grâce à ce système d'agence mobile, nous pouvons sillonner les différentes villes du Burkina et offrir des services bancaires à des clients aujourd'hui exclus du système financier. Des économies de fonctionnement, mais aussi une hausse du chiffre d'affaires, car la banque peut aller chercher des clients là où elle n'a aucune agence. Aujourd'hui, un compte ouvert sur 2 a été ouvert grâce aux agences mobiles. Nous avons pratiquement doublé
notre nombre de clients en un an. Nous avons également augmenté notre chiffre d'affaires de près de 30%. À la fin de la journée, la banque repartira. Direction une autre ville burkinabé. Et la formule a convaincu la banque. Si tout va bien, dans 2 ans, une 3e banque mobile sillonnera le Burkina Faso à la rencontre de nouveaux clients. Une question toute simple. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, aller à la rencontre de ses clients pour une banque? L'initiative est intéressante, mais je regardais le reportage et je souriais intérieurement. Je me disais, enfin, les majors, les banques traditionnelles leaders, comme les françaises, comme la Générale, considèrent enfin l'environnement dans lequel elles opèrent. Et c'est très intéressant de voir qu'elles se positionnent en suiveurs de banques locales. Coris Bank est quand même le précurseur au Burkina de l'agence mobile. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles décident enfin de regarder comment l'environnement en Afrique se comporte et comment répondre à la demande. On va y revenir dans un instant, mais d'abord je voudrais savoir si c'est si important que ça d'avoir un compte en banque. Voilà quelque chose qu'on entend souvent. L'Afrique n'est pas assez bancarisée. Est-ce que c'est important d'avoir un compte en banque? Alors aujourd'hui, c'est intéressant de réfléchir à la bancarisation. Effectivement, elle est très faible. En Afrique de l'Ouest, il me semble qu'on est à 15%. En Afrique centrale, à 7%. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'approche devrait être inversée. Je prends l'exemple tout bête de mes enfants qui ont 20 ans aujourd'hui et qui, depuis 7 ans, ont une expérience bancaire exclusivement autour de cartes prépayées. Donc, leur expérience client déterminera demain la banque dans laquelle ils ouvriront leur compte. Et finalement, on ouvre un compte pourquoi? Pour avoir accès à des services financiers auxquels ces cartes prépayées nous donnent accès de manière illimitée quasiment. Donc, est-ce que la bancarisation est un préalable? C'est-à-dire que l'ouverture de compte en elle-même, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette opération? C'est un changement de positionnement? C'est de la communication? C'est quoi selon vous? Il y a plusieurs choses. La confirmation de Frédéric Ouéda, PDG de la Générale, a initié ce qu'on appelle un plan stratégique qui fait de l'Afrique le prochain relais de croissance. C'est ce qu'a fait Orange il y a 10 ans. Et c'est ce qu'ont fait les Françaises un peu partout en Afrique. L'Afrique laissée jusque-là. Complètement. Donc l'Afrique est le prochain territoire de croissance. Et aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Je veux dire qu'ils n'ont pas le choix. La Générale était leader sur le continent. Aujourd'hui, elle est quasiment 3e. Donc ça veut dire qu'il y a des banques africaines plus agressives, notamment les Nigérianes, les Marocaines qui sont partout. Alors, il y a également un autre phénomène, c'est que on nationalise beaucoup les fonctions de responsabilité aujourd'hui. On a des directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints qui sont des nationaux ou des locaux. Donc je pense que ça favorise également une culture tournée davantage vers l'environnement local. Je pense qu'il y a également de ça dans ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain en Afrique. Régis, votre chronique, on parle de quoi aujourd'hui? Comme à l'accoutumée, Aîné, je viens avec un objet qui a pour objectif de vous permettre de deviner le mot du mois. Je peux y loger 2 pièces. D'après vous, alors un indice, c'est une solution qui permet de collecter de l'argent via Internet. De quoi s'agit-il? Une tirelire digitale? On n'est pas tout. Bravo. Financement participatif en français. Excellente perspicacité. Alors le financement participatif, c'est un mode de collecte d'argent via Internet qui permet à un grand nombre de personnes de financer un projet. Des internautes, comme vous et moi, donnent de l'argent afin de soutenir un projet qui les intéresse. Bonne nouvelle pour nos téléspectateurs, de plus en plus d'entrepreneurs utilisent le financement participatif pour lever des fonds. C'est vrai qu'on parle énormément du crowdfunding. Quelle est l'ampleur du phénomène? Jetons un œil sur la carte des sites internet de financement participatif. Alors, les pays qui s'affichent en vert abritent chacun une plateforme de financement participatif. Comme vous constatez, on dénombre une 40aine de sites de financement participatif en Afrique subsaharienne. Autre remarque, les pays anglophones sont les plus avancés. Le Nigeria avec 9 plateformes, l'Afrique du Sud avec 21 sites, à l'ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo ont chacun 2 sites de financement participatif. En 2015, l'ensemble des sites africains ont financé 5000 projets pour un total de 20 milliards de francs CFA. C'est pas mal, c'est un bon début. Est-ce qu'on a moyen de savoir ce qui marche? Quels sont les projets les plus financés aujourd'hui? Absolument, alors découvrons-le à l'aide du graphique qui apparaît, c'est un camembert. J'attire votre attention sur le segment jaune en haut à gauche. Près d'1 tiers des projets sont à caractère social. Exemple, un orphelinat à Bamako demande aux internautes de faire un don afin de financer l'achat de vêtements pour les enfants.
Deuxième catégorie, et c'est là que ça va intéresser nos téléspectateurs, 21% des projets concernent une entreprise qui a besoin de financement. Il s'agit généralement de startups qui n'ont pas réussi à convaincre les banques. Troisième catégorie, des projets dits d'innovation, c'est le segment en bas à droite qui attire 18% des financements. C'est de cette manière que le jeune Togolais Afat, vous allez voir, il apparaît sur les écrans, a réussi à fabriquer la première imprimante 3D du continent. C'est la machine qui est à ses côtés. Il a levé sur une plateforme de financement participatif 2 600 000 francs CFA. Grâce à cette technologie, on peut fabriquer des prothèses en plastique, par exemple. Et je crois que c'est un des premiers reportages qu'on a fait dans Réussite. En effet. D'ailleurs. Alors, parlons concrètement, comment ça marche un site de financement participatif ? Pour le comprendre, je vous propose de voir de quelle manière Gérard Nyondiko a réussi à capter le plus important financement de sa jeune carrière d'entrepreneur. Il est basé au Burkina Faso. En 2013, il met au point le Faso, premier savon anti-paludisme au monde. Problème, Gérard a besoin de 20 millions de francs CFA pour financer les tests en laboratoire avant la commercialisation. Aucune banque n'accepte de le financer. L'an dernier, Gérard s'inscrit gratuitement sur le site de financement participatif Ulule. Il met en place une campagne Sauvons 100 000 vies du paludisme qui a pour objectif de collecter les 20 millions de francs CFA. Alors, mettons que je souhaite organiser une campagne. Je m'y prends comment ? Je commence par quoi ? Et les premières étapes, vous allez sur le site de Ulule, vous créez une page. C'est ce que Gérard a fait. Je vous propose de voir dans le détail à quoi ressemble sa page. Tout d'abord, Gérard explique le fléau du paludisme en Afrique. C'est la première cause de mortalité sur le continent. Ensuite, il explicite les avantages, le caractère novateur de son savon qui repousse les moustiques pendant 6 heures après la première utilisation. Enfin, il explique aux internautes à quoi servira l'argent collecté. Il a également posté une vidéo. Je vous propose un extrait. Une fois dans les mains des populations les plus vulnérables, ce savon pourra sauver 100 000 vies d'ici fin 2018. Mais il nous reste un grand travail à faire, finaliser la recherche, nouer le partenariat et préparer la mise en production. Alors contribuez dès maintenant sur le site Ulule pour enfin passer un savon au paludisme. Je trouve ça très réussi. Très bon slogan, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a eu de bons résultats ? C'est un succès extraordinaire que cette campagne, plus de 800 internautes ont donné de l'argent pour un total de 46 millions de francs CFA collectés. C'est 2 fois plus que l'objectif initial. Gérard a pu acheter du matériel de laboratoire et fabriquer les premiers échantillons. Alors, les internautes, en fonction de leurs dons, ont pu avoir des récompenses. Rencontre avec Gérard, échantillon de savon, par exemple. Mais il y a un autre intérêt. Pour les internautes, dans certains pays, il faut savoir que faire un don permet de bénéficier d'une réduction d'impôt. Quant à la plateforme, n'est-ce pas ? Quant à la plateforme de financement participatif, elle prélève une commission de 6% sur la totalité des dons. Et qu'est-ce qui se passe si j'atteins pas le niveau de collecte de fonds que je souhaitais ? Est-ce que les personnes qui ont investi perdent leur argent ? Pas du tout. Alors, l'intégralité des internautes sont remboursés. Selon la Banque mondiale, le financement participatif en Afrique a de beaux jours devant lui. Il devrait atteindre 2,5 milliards de francs CFA d'ici 2025. Super sujet. Christine Nguérier, le financement participatif, c'est une vraie option pour un entrepreneur qui se lance en Afrique ou c'est un gadget à la mode ? Il me semble que c'est une vraie option, puisqu'on a une culture de générosité déjà en Afrique et de dons. Et je pense que ceux qu'on mobilise davantage sur ces plateformes, c'est notamment la diaspora, qui a envie effectivement de give back, comme on dit, et qui n'a pas forcément les moyens de le faire. Et il me semble également que ce mode de financement connaît énormément de succès dans tout ce qui est industrie culturelle, notamment tous les jeunes qui veulent se lancer dans la chanson, dans le spectacle. J'ai vu effectivement pas mal de personnes qui ont pu en bénéficier. Et bien justement, Régis, ce mois-ci, on parle aussi de start-up. Vous allez voir, on rejoint ce que vous disiez. Vous êtes un investisseur, vous cherchez des entreprises africaines dans lesquelles investir, ne cherchez plus, vous pouvez désormais consulter le palmarès des 100 startups africaines. L'outil vient de sortir le mois dernier, c'est le premier outil du genre, c'est l'initiative de Christian Kamayou, un jeune entrepreneur que nous avons déjà vu dans l'émission. Oui, qu'on salue d'ailleurs. Quelle est la particularité de ce classement ? Alors pour parvenir au résultat, une équipe de professionnels a passé au crible, comme on dit, plus de 780 entreprises africaines pendant 8 mois. Ils ont utilisé une méthodologie d'analyse particulièrement rigoureuse. L'objectif, c'est de mettre à la disposition des investisseurs des informations fiables, mais également d'aider les startups
à collecter des financements. Alors, quelles sont les entreprises qui se démarquent? Dites-nous. Et je vous propose de consulter l'intégralité du palmarès à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, www.myafricanstartup.com. Et retrouvez tous les liens sur le site internet de l'émission. Merci, Régis. Avec plaisir. See you next month. With pleasure. Oh, your English is so nice. On part chez vous, Madame Guerrier. C'est au Rwanda que le premier aéroport de drones au monde a vu le jour. Objectif, désenclaver les zones isolées en passant par les airs. Et vous imaginez bien que Réussite n'a pas raté ça. Reportage. À 40 km au sud-ouest de Kigali, le centre de santé de Cap-Gaï. Dans les airs, un drôle d'engin. Un drone, un avion électrique télécommandé. Il ne passe pas là par hasard. Il effectue une livraison. Lorsqu'il passe au-dessus de l'hôpital, il largue le paquet grâce à un parachute. Une méthode unique au monde. Alice Ouamaliya est en charge de l'approvisionnement en sang de tout l'hôpital. C'est elle qui a passé la commande. De retour au bureau, elle découvre la précieuse marchandise et vérifie en détail l'état de son colis. On nous a envoyé des unités de sang. On a une unité de A résiste positif et une unité de O résiste positif. Je vérifie, la poche est bien fermée, donc pas de problème. Cet hôpital compte une maternité et un département de chirurgie. Des services qui ont des besoins très importants en sang pour les transfusions. Alors, Alice a un poste clé. Chaque jour, on a le nombre de sang qu'on doit avoir dans notre stock. 5 O sachets résiste positif, un sachet AB positif, 3 B positif, 3 A positif. Faire venir des poches de sang par la route via des coursiers classiques prend beaucoup de temps. Dans cet hôpital rural, la livraison par drone a métamorphosé le quotidien d'Alice. Avant, on faisait la réquisition à Kigali. Donc, on envoyait un technicien à Kigali aller chercher du sang. D'ici à Kigali, c'est 1 heure. Donc, c'est 2 heures arrêt-retour. Un technicien, quand il arrive, peut trouver même d'autres demandes venant dans tout le pays. Il était obligé d'attendre. Ça prenait entre 3h30 et 4h30. Désormais, il ne faut plus que 20 minutes, un temps record qui sauve des vies. Derrière cette innovation, une société américaine qui a établi sa base de lancement de drones il y a 6 mois. Voici le premier drone port du monde. Lors du lancement officiel, la base attire les médias du monde entier. Le drone est en fait un avion de 12 kg. Il est alimenté grâce à des batteries et piloté par des ordinateurs. Donc on n'a pas d'intervention humaine. Ce n'est pas une personne qui pilote le drone. Keller Rinodo est le chef des lieux. Il a conçu le site pour pouvoir conserver les poches de sang dans les meilleures conditions. Nous sommes maintenant dans le centre de distribution. Nous avons 2 réfrigérateurs et des congélateurs. C'est ce qui nous permet de conserver plus de 300 unités de sang sur le site, prêtes à être utilisées. Derrière ce projet à 8 milliards de francs CFA, une multinationale du transport de colis, UPS. UPS a investi $800 000 pour amener cette technologie et la développer à plus grande échelle. Mais les plus gros financeurs sont de généreux mécènes. Une filiale de Google, le fondateur de Yahoo, ou encore le fondateur de Microsoft ont investi 7 milliards de francs CFA. Il faut dire que le transport par drone, c'est la mode depuis quelques années. Google, DHL, Amazon, les géants américains et allemands se font la guerre pour être le premier sur le créneau. Problème, pour l'instant, la réglementation aérienne dans ces pays rend le lancement commercial impossible. Au Rwanda, une start-up leur a coupé l'herbe sous les pieds. Car l'État a choisi au contraire d'inciter le développement des drones. À Kigali, pour le ministre des Nouvelles Technologies, le drone port, c'est avant tout une opportunité économique. Chaque industrie apporte son propre écosystème. Il ne s'agit pas seulement de transporter un paquet d'un point A à un point B. Cela a beaucoup d'impact sur l'économie alentour, sur toute la logistique du pays. Nous nous projetons dans le futur et nous sommes persuadés que chaque partie de cet écosystème va se développer. Retour au drone port. Abdul Salam est le premier pilote de drone rwandais. À 28 ans, il a été recruté à la sortie de son école d'ingénieur
parmi des centaines de postulants. L'avion peut voler jusqu'à 140 km, c'est-à-dire 70 km d'aller et puis 70 km à de retour. Engager des employés locaux, c'est une des promesses de l'entreprise. D'ici 1 an, tous les salariés du site seront rwandais. Pour Abdul Salam, à chaque lancement de drone, il faut programmer les avions grâce à cette simple tablette. Dans le conteneur, on a un serveur qui contient toutes les informations. Donc ce qu'on fait, c'est télécharger la mission, la carte de ce qu'il va faire et là où il va faire tomber la marchandise. Une fois programmé, l'engin est placé sur une rampe de lancement et Abdul n'a plus qu'à le lancer. Le système est conçu pour le faire donc accélérer jusqu'à la vitesse minimale pour qu'il puisse voler. D'ici à la fin de l'année, la société californienne devrait installer une deuxième base dans le pays pour fournir 100% des hôpitaux rwandais. Aujourd'hui, elle ne transporte que du sang, mais elle envisage de livrer également des vaccins dans les mois à venir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le manque de législation, ça peut aussi devenir un atout pour nous en Afrique. Effectivement, le vide juridique offre des territoires d'expression quand même fabuleux. Est-ce que c'est pour ça que cette start-up américaine qui est à l'origine du projet dont on vient de parler a choisi le Rwanda pour s'implanter? Est-ce que c'est pour ça que le Rwanda attire autant d'investissements étrangers? Je ne crois pas dire que le Rwanda attire les étrangers parce qu'il y a un vide juridique sur la réalité, pas du tout. Au contraire. L'explication selon vous, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'un investisseur cherche quand il vient sur un territoire? Il cherche la stabilité politique et un coût du travail attractif. Finalement, on ne cherche que ça en tant qu'entrepreneur. Sur la partie stabilité politique, le Rwanda a réinventé sa gouvernance. On a une gouvernance exemplaire qui, au départ, avait des motivations politiques, puisqu'au sortir de la libération du pays, on avait quand même de très très fortes inéquités sociales. On avait une corruption qui atteignait son maximum. Donc on a érigé la probité dans la sphère publique comme valeur de référence. Et cette gouvernance exemplaire a par la suite vu son exploitation économique. C'est ainsi que on a un environnement des affaires qui a été extrêmement facilité. On a des rankings extraordinaires dans le doing business. On crée une entreprise quand même en 3 heures au Rwanda via Internet. Donc tout ceci, à mon avis, encourage l'investisseur. Il vient dans un environnement où il sait qu'il est accueilli et que c'est facilité. Réussite vous donne la parole, vous qui nous regardez. Voici la question du téléspectateur, on la découvre ensemble. Les drones, c'est bien, mais pourquoi ne pas améliorer les infrastructures et les routes? Question pertinente qui nous vient de Ouagadougou. Qu'en pensez-vous? C'est pertinent, mais ça renvoie à une autre question qui me vient à l'esprit. C'est si on avait attendu de faire un maillage de la téléphonie fixe en Afrique, on ne se parlerait pas aujourd'hui. Donc je pense que l'Afrique a besoin de leapfrog, de bond en avant. Et à mon avis, le drone apporte une réponse logistique qu'on ne voit pas sans doute sur le court terme. Mais on connaît le Rwanda, on connaît son relief, on voit comment c'est vallonné. Et effectivement, dire qu'on va concentrer les efforts sur l'infrastructure routière et peut-être perdre du temps quelque part. Se couper de cette possibilité-là aussi. Et pour poser vous aussi des questions à nos invités, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle le hashtag, c'est RéussiteCP. Parlons de vous, Christine Guerrier, Men Invest in Women, les hommes investissent pour les femmes. C'est le nom d'un fonds que vous allez mettre sur pied. 25 millions de dollars que vous avez levés auprès d'investisseurs tous masculins. Qui sont ces investisseurs et est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Alors déjà, ce qui a, on va dire, motivé le projet, c'est que je voulais remettre en perspective la notion de genre. On voit bien qu'il y a des inégalités, et ici, l'idée, c'est de dire, on s'engage les uns avec les autres. Et j'ai été assez surprise de l'accueil qui a été réservé. Je pensais que j'allais lutter davantage. Et ça n'a pas été le cas? Et ça n'a pas été le cas. Et au contraire, j'ai vu de manière extrêmement agréable comment des hommes pouvaient s'engager, mais s'engager très loin. C'est-à-dire, ils m'ont tous demandé d'avoir une visibilité sur la gouvernance
une visibilité sur la typologie de projet. Ça veut dire qu'on ne le fait pas pour la cosmétique, on ne le fait pas pour se donner bonne conscience. On le fait parce qu'on espère que ça va marcher, en fait. On le fait parce qu'on espère que ça va marcher. On le fait parce que c'est d'abord aussi un investissement social, entre guillemets, quand on regarde les segments de projets que ça représente, enfin, la taille de projet. Mais on le fait parce qu'on veut y croire et parce qu'on veut donner du sens. Est-ce que l'idée, c'est pas aussi de gagner de l'argent, pour parler franchement? Alors, complètement. Et notre TRI, par exemple, est de 10%. Le taux de rendement. Le taux de rendement, excusez-moi, de 10%, mais effectivement, il le faut surtout pour, à mon avis, réparer sans doute une inégalité, mais en même temps, c'est pas un don. Donc, ils veulent effectivement gagner de l'argent. Est-ce que vous avez une typologie des femmes qui vont bénéficier de ces fonds? C'est très diversifié, à la fois au niveau sectoriel et au niveau de la taille même des projets. Donc on a deux compartiments. Un compartiment de projets qui ont des besoins en financement jusqu'à 50 000 euros et au-delà de 50 000 euros, sachant que c'est vraiment le segment où les banques ne vont pas. Et par rapport également à l'âge, je vois sur notamment l'Afrique de l'Ouest, on a des dames qui ont plus de 50 ans. Par exemple. Donc c'est très intéressant de voir que finalement on touche à des catégories à la fois sociales et en termes d'âge complètement distinctes. Analphabètes pour certaines, complètement formées pour d'autres, bac plus 5. Donc c'est très intéressant en même temps le partage d'expériences qu'il y a entre elles parce qu'elles se nourrissent les unes les autres. Quelle est la place des femmes dans les économies africaines aujourd'hui? Étonnamment, l'Afrique n'est pas à la traîne. Quand on observe sur les différents continents, on est devant l'Europe. Aujourd'hui, il y a 5% de femmes dirigeantes en Afrique, il y en a 3% en Europe. On est à égalité avec les États-Unis, par exemple. Donc, on n'est pas du tout à la traîne, ça reste évidemment complètement inégal, mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Afrique est relativement en avance sur la place des femmes dans l'économie, et ça de manière traditionnelle, depuis les Mama Benz jusqu'à la vendeuse de cacahuètes que vous trouvez sur la route en Afrique de l'Ouest. Donc je pense qu'il y a une vraie culture entrepreneuriale chez les femmes en Afrique, il y a une forte résilience, il y a une vraie implication, et c'est ce qui motive nous, quand effectivement on décide de s'investir pour les femmes. Christine Guerrier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Réussite. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous.